Bonsoir, bienvenue dans Panorama. Tabac, alcool, cannabis, cocaïne, héroïne, caféine, jeux de hasard, jeux vidéo, réseaux sociaux, sexe, sport, travail, achat et autres pratiques potentiellement addictives. Sommes-nous tous accros à quelque chose? Dans ce numéro de Panorama consacré aux addictions, je reçois pour en parler le docteur Sylvain Ballois, médecin addictologue à la Polyclinique de Grande-Synthe. Bonsoir. Bonsoir. Et Julien Ledic, coordinateur du pôle prévention et éducation pour la santé à l'ESL, l'espace santé du littoral. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, j'aimerais qu'on définisse qu'est-ce que la notion d'une addiction. Qu'est-ce qu'une addiction? J'en ai cité quelques-unes tout à l'heure en préambule. Alors il y a énormément de définitions possibles. La règle du coup reste les définitions du DSM du coup de psychiatrie que je vais vous épargner, qui est du coup 11 critères avec des critères auxquels on peut répondre, qui vont noter un petit peu le grade du coup de dépendance. Ou sinon il y a 6 critères selon l'Organisation mondiale de la santé. Si on veut faire plus simple, plutôt repartir sur la définition d'un de mes confrères qui est du coup le professeur Carilla, qui a tendance à parler des 5 C. Donc les 5 C, ça fait un beau petit moyen mémotechnique pour reprendre ça, c'est-à-dire qu'en fait du coup il y aura un usage continu, avec bien évidemment du coup de la consommation, avec du coup un usage compulsif, c'est-à-dire qu'en fait même si on a envie du coup de ne pas consommer, je retourne du coup et je sens vraiment ce besoin profond et interne qui vient et qui, bon désolé pour l'anglicisme, mais qui vient du craving, hein, c'est l'envie irrépressible de consommer quelque chose, avec également une conséquence négative, c'est-à-dire qu'en fait on sait très bien que du coup la majeure partie des produits vont être délétères sur du coup la santé, hein, comme je le dis souvent. Mes patients n'ont pas besoin que je leur rappelle que le tabac tue, ils le savent déjà, d'accord, donc ils n'ont pas besoin de se faire disputer, voilà, donc ils connaissent parfaitement les conséquences négatives, mais malgré ça, du coup l'usage continue. Il y a également donc du coup la notion de perte du coup de contrôle, qui fait que même si j'ai envie de maîtriser ma consommation, l'arrêter, je vais quand même du coup y retourner. Voilà, avec des simples C, c'est quand même beaucoup plus simple. Les 5 C. Alors, est-ce qu'une addiction, c'est une dépendance, forcément? Oui, dans tous les cas, l'addiction, c'est une terminologie qui va être un peu plus médicale. La grande différence aussi qu'on va faire, c'est la différence entre du coup l'usage simple, le mésusage, l'abus, et le stade le plus important va être la dépendance. Mais on parle donc d'addiction à des produits, mais il y a aussi des addictions comportementales. Bien évidemment. C'est pour ça qu'en fait... Tout ça se place à la même échelle? Alors, c'est d'un point de vue du coup de la maladie, oui. J'ai souvent tendance aussi à appeler à mes patients que le produit va faire qu'on va pas mettre du coup les mêmes traitements, par exemple, et ça je parle d'un point de vue du coup purement médicamenteux, mais on est sur une mécanique comportementale qui va être la même. C'est-à-dire qu'en fait, si on reprend du coup encore une fois ces 5 C, je sais très bien que du coup fumer une cigarette c'est pas bon, mais j'y retourne quand même. Je vais avoir des envies du coup de m'allumer une cigarette, et tout comme je peux avoir la même chose du coup avoir un craving par exemple, j'en sais rien avec tout ce que vous avez cité au départ, mais un craving pour boire un verre d'alcool. Dans telle situation, je ne peux pas faire autrement que de boire du coup un verre d'alcool. Je peux avoir très bien un craving du coup pour de l'addiction au jeu, c'est-à-dire que du coup et pareil, hein, dans l'addiction au jeu, il y a avec ou sans argent. On est vraiment sur une mécanique comportementale. Et ça, je pense que c'est important du coup à garder en ligne de compte, cette fameuse composante comportementale, parce que les subtilités après traitement, ça va relever plus de l'accompagnement qui va venir derrière. Il y a certains produits qu'on ne peut pas arrêter sans prendre de traitement. Mais au départ, la prise du produit ou le comportement découle d'un plaisir immédiat qui est inhérent à l'action ou au produit. Tout à fait. C'est quelque chose qui est compliqué, c'est-à-dire qu'en fait on va aller chercher dans un produit une réponse qu'on pourrait peut-être trouver sans avoir recours à ce produit, avec des techniques justement psychocomportementales et tout ça, hein. Alors là je parle avec des termes un peu techniques, mais vous voyez, parfois il y a des personnes qui vont être amenées à consommer par exemple l'exemple le plus bateau, du coup une cigarette dans une situation de stress, alors que s'ils prenaient le temps par exemple de prendre un peu le temps de respirer, hein, de faire tout ce qui est thérapie d'activation de conscience, de la méditation,
de la cohérence cardiaque, de la sophrologie, juste quelques minutes, et ben ça serait plus efficace que le fait du coup d'aller directement du coup allumer une cigarette, parce que je sais pas si j'ai le temps de développer là, mais on est vraiment sur un système du coup neurobiologique qui est atteint et qui touche pas qu'une seule structure. On est vraiment sur une atteinte complète du système de la récompense, et donc c'est un peu le piège. C'est une des définitions de l'addiction qui a été un peu, à mon goût, trop vite oubliée, c'est qu'on perd la liberté de s'abstenir de. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, on va dans la continuité, c'est-à-dire qu'en fait, je sais que c'est pas bon, j'aimerais bien arrêter, mais je peux pas faire autrement que de continuer, parce que je suis dans un piège. Les personnes qui pensent que les malades dépendants sont des vicieux, ils ont strictement rien compris. Et justement, vous voyez, je viens de dire un terme qui est important, je pense, à retenir, qui est malade dépendant. C'est-à-dire qu'on est en train de parler d'une maladie. D'accord ? Et non pas d'un vice ou quoi que ce soit. Et alors cette maladie est d'autant plus importante quand elle commence jeune. Et alors justement, vous, Sylvain Leduc, vous faites de la prévention. Alors moi c'est Julien, mais c'est pas loin, ça rime, donc on va le garder. Alors oui, nous on intervient principalement sur le public jeune. Donc quand je dis jeune, nous on intervient à partir du collège, donc 11 ans. Et donc pour rebondir sur ce que disait le docteur Ballois, effectivement on va avoir plusieurs approches. Une qui va être d'informer les jeunes sur les risques, etc. Mais c'est pas l'approche que nous on va privilégier. On parlait tout à l'heure de peut-être de prendre une cigarette pour la gestion du stress, etc. Nous on va plutôt aborder les compétences psychosociales auprès des jeunes, et par exemple on va aborder la gestion de ses émotions en lien avec les consommations. C'est une approche qu'on peut avoir pour faire de la prévention. On va de 11 ans à 25 et plus sur nos actions. Et plus on... Pourquoi on intervient sur le public jeune ? Parce que le public jeune, c'est une période où on va tester un peu les limites, on va expérimenter, et même on va les dépasser. Et donc d'une prise qui pourrait être festive, on parlait de la cigarette, on pourrait parler du verre d'alcool, d'une prise qui va être festive, on peut arriver dans un rapport qui peut être problématique avec sa consommation. Donc là après notre boulot c'est d'orienter, de laisser la main aux professionnels en addicto. Mais voilà, et puis plus on intervient jeune, et plus les jeunes ils vont peut-être on va ancrer des comportements favorables à la santé. Donc faire comprendre aux jeunes que on n'est pas obligé de consommer ou de fumer une cigarette ou de consommer quelle que soit la substance pour faire la fête. Voilà, on met des petits grains de sable pour arriver éviter justement qu'il y ait des rapports problématiques avec nos consommations. Mais là on parle de cigarettes ou autre, mais on pourrait parler de jeux ou jeux vidéo, de sport. Oui, alors on est un peu moins nous confronter directement quand on intervient sur des groupes, mais on pourrait l'aborder, on nous a posé des questions sur le sucre ou des choses comme ça. Alors nous on n'est pas addicto, on n'est pas spécialiste vraiment de l'addiction, mais on va aller nous questionner le circuit de la récompense. Alors peut-être pas aussi poussé que ce qu'on vient d'entendre, mais pourquoi malgré le fait que je scrolle depuis 2 heures sur TikTok et j'y prends presque plus de plaisir, pourquoi j'ai quand même envie d'y retourner. En fait, on va plutôt nous aller questionner ça avec les jeunes. Voilà. Alors je vous propose de regarder, avant de continuer la discussion, un reportage, le témoignage donc d'un membre de l'association des alcooliques anonymes. Il nous explique comment il a plongé dans l'alcool quand il était jeune et comment il en est sorti. On l'écoute tout de suite. Très jeune, j'avais des difficultés. J'étais timide, j'étais renfermé, je n'avais pas confiance en moi, j'étais pas quelqu'un qui était bien dans sa peau. J'étais voilà. Et puis un jour, j'avais 16-17 ans, j'ai rencontré l'alcool et le premier verre m'a transformé. Franchement, j'étais plus timide, je pouvais m'exprimer avec les autres, je pouvais dire ce que je pensais, alors que jusque-là, je ne pouvais pas faire ça, c'est tout. Donc, j'ai pas bu tout de suite, j'ai pas dit, ça y est, j'ai trouvé. J'ai même pas fait le lien, mais mon cerveau, lui, l'a fait. Et à un moment donné, quand une difficulté se présentait ou quand c'était trop difficile à vivre, eh bien, je m'autorisais à petit verre, quoi. Mais de petit verre en petit verre,
il est arrivé un jour, je ne sais pas dire lequel, mais il est arrivé ce jour-là où j'étais dépendant et je ne pouvais plus démarrer ma journée sans boire un verre d'alcool. Je ne quantifiais pas, mais à la fin, je savais que je buvais essentiellement de la bière, mais j'en étais à 10 litres par jour. Hein. J'en étais à 10 litres par jour. 40 canettes, c'était des canettes. Hein. Bon, enfin bref, c'était horrible. Et un jour, ma grand-mère était venue, j'étais parti la reconduire et en revenant, je m'étais mis à refaire tous les bars que je faisais quand j'étais vraiment dedans. Et ce jour-là, je me suis dit, non, ça ne peut plus continuer comme ça. Donc je suis allé voir un autre médecin que je connaissais par ailleurs, mais qui n'était pas mon médecin traitant. Je suis allé le voir et puis je lui ai demandé pour aller faire une cure. Et alors là, j'ai entendu, il m'a, comment je vais dire ça, il m'a dit, non, t'es un alcoolique, cherche pas, dis pas que tu bois trop, t'es un alcoolique. Voilà, cherche pas, dis les mots qui sont exacts, tu bois pas trop, t'es un alcoolique. Mais en même temps, il a dit, mais t'as pas perdu ta dignité, t'as seulement plus conscience que tu en as une. Et si tu t'arrêtes de boire, eh bien tu vas retrouver ta dignité, tu vas retrouver la joie de vivre, mais il faudra faire un certain nombre de choses. Il y a une réunion ce soir aux Alcooliques Anonymes, et si tu veux, tu vas y aller. Je lui ai dit oui, parce que je n'ai pas osé lui dire non. Les gens ont parlé de leur vie, et quand je les ai écoutés, en fait, c'était de la mienne qui parlait. Parce qu'à chaque fois qu'ils expliquaient quelque chose de leur parcours de l'alcool, je l'avais vécu. On n'avait pas bu dans les mêmes bouteilles, on n'avait pas été dans les mêmes bistrots, mais les symptômes étaient les mêmes. On avait vécu les mêmes souffrances, on avait fait les mêmes bêtises, les mêmes aberrances. C'était... Là, je me suis reconnu. Et donc, j'ai essayé de faire comme eux. J'ai dit, écoutez, je vais essayer. Il va avoir au mois de février, là, 41 ans. Depuis ce jour-là, je n'ai pas rebu une goutte d'alcool. Je suis sorti, je suis un peu ému quand je dis ça. Je suis sorti de cette réunion et j'ai dit à ma femme, je crois que j'ai trouvé ce que j'ai cherché toute ma vie. Alors, tout de suite après cette émission de Panorama, on pourra retrouver le témoignage de Michel dans son intégralité pour écouter toute son histoire. Alors, comme on a pu le voir là dans le reportage, voilà le témoignage de Michel qui était touchant. On se demande si toutes les addictions, est-ce qu'elles ont la même gravité pour la santé? Parce qu'on scrolle sur son téléphone, on boit beaucoup d'alcool, on fume, on prend de l'héroïne. Il y a des addictions qui sont peut-être moins graves que d'autres. Je pense que le docteur Malouet pourra compléter ou préciser, mais est-ce ça va avoir le même impact de fumer une cigarette sur le corps, directement d'un point de vue santé, fumer une cigarette ou de scroller sur TikTok? Et puis est-ce qu'on parle vraiment d'addiction quand on scrolle sur TikTok? Nous, c'est ce qu'on questionne avec les jeunes, de façon très humble, mais c'est... à partir de quand notre rapport au produit nous embête. Voilà. Nous, c'est ce qu'on va aller questionner. On va parler de pourquoi je fume une cigarette ou pourquoi je bois un verre en soirée. Parce que j'en ai envie, parce que ça change mon état d'esprit, parce que j'ai envie de faire la fête et que je m'y retrouve avec un verre d'alcool. On va parler, ok, mais envie, et si t'en bois 2 dans la semaine, ou alors que t'en bois un chaque fois, tous les samedis, tu trouves le prétexte et le bon moment pour boire, et que ça devient une habitude et ensuite un besoin. Et si je t'enlève cette consommation-là, comment tu te sens par rapport à ça? Nous, c'est plutôt vers là. Mais pour répondre à votre question, est-ce que une consommation d'héroïne ou d'un produit comme ça a le même impact sur la santé physique, ne serait-ce qu'à court terme? J'en suis pas convaincu.
Alors c'est vrai que c'est important de reprendre aussi. Il y a encore beaucoup malheureusement de légendes urbaines. Là, moi, en entendant le reportage et en écoutant le témoignage du coup de Michel, il y a un mot par exemple qui m'a sauté, et j'ai souvent tendance aussi à dire que ça me fait saigner un peu, c'est le terme d'alcoolique. J'ai entendu encore beaucoup, là moi je travaille également du coup au centre méthadone, j'entends encore ces mots là de toxicomane. C'est des mots qui, je pense, de nos jours ne devraient plus exister, qui sont excessivement stigmatisants, qui n'aident pas forcément du coup les malades à s'en sortir et tout ça. On va coller des étiquettes, on aime bien ça, malheureusement. Pour ce qui est du coup, en fait, encore une fois, tout dépend des répercussions sur la vie au quotidien. Une addiction du coup aux écrans peut avoir des conséquences très importantes sur la vie, par exemple, d'un jeune qui va pas passer à l'action pour aller chercher un travail, qui va pouvoir du coup stopper ses études parce qu'il va passer plus de temps et tout ça sur les écrans, et qui ne va plus s'intéresser du coup au reste, parce que justement il y aura ce fameux par exemple craving du coup aux écrans, donc toute mécanique du coup addictive peut avoir des conséquences. Voilà, bien évidemment qu'une addiction aux écrans va pas créer de cirrhose du foie ou de cancer du poumon par exemple, mais je pense qu'il faut quitter du coup ces discours et ces débats là. À partir du moment où la personne justement ressent ces 5C, je perds le contrôle, je peux plus faire autrement, je peux pas m'en abstenir, et encore une fois c'est toute la problématique de l'addiction, c'est qu'en fait au départ j'ai peut-être eu une sensation de plaisir, mais c'est qu'après je ne l'ai même plus, mais je suis obligé de continuer du coup dans ce comportement là, et c'est tout un accompagnement qui va être global, hein. C'est en addictologie ce qu'on va résumer avec le triangle d'Olivenstein, qui est pendant longtemps on a pensé qu'une problématique c'était un individu qui prenait un produit, et puis comment on s'en sort, j'enlève le produit, boum, c'est réglé. C'est beaucoup plus complexe que ça. Du coup c'est un individu qui rencontre un produit dans un contexte environnemental, et moi comme je dis toujours à mes patients, moi j'ai pas la science infuse, je sais pas mieux, les experts c'est eux en fait. Moi mon travail c'est de les aider à sortir du coup de ce piège dans lequel ils sont tombés. Je ne sais plus quel est l'auteur qui disait ça, et Saint-Michel le reprend aussi, il disait qu'il était un petit peu inhibé et tout ça, peut-être qu'à un moment il a été anxieux et tout ça, et cet auteur disait l'alcool c'est dangereux pour les anxieux, ils se noient dedans, et c'est tellement vrai, parce que en fait à un moment, ce que je disais au départ, on va essayer de trouver une solution brève tout de suite à quelque chose du coup d'émotionnel, et que si on prend ce fameux réseau de la récompense, qu'est-ce qui nous donne cette sensation de plaisir? Si on essaie de le résumer en une minute, on a tous dans notre tête un truc qui n'est pas plus gros qu'un petit pois, qui s'appelle du coup le noyau cubain, ce qui sécrète la substance du plaisir, hein, c'est donc du coup la dopamine. En fait, ce truc-là, il sait faire que ça, monter, descendre tout le temps. Il ne cherche que ça. Sauf fait, il n'est pas tout seul dans le système de la récompense, parce qu'il va travailler avec le petit copain d'à côté qui est l'amygdale, donc pas l'amygdale du coup que j'ai dans ma gorge, hein, c'est l'amygdale cérébrale, c'est mon grand centre de gestion des émotions. Il va travailler aussi du coup avec l'hippocampe qui va gérer la mémoire, et donc du coup quand quelqu'un qui est dans une dépendance va avoir ce message qui va s'allumer, stress, qu'est-ce qui va se passer en fait? Cette fameuse amygdale va envoyer le message à l'hippocampe, donc comment on fait d'habitude au fait pour régler ce truc là, et puis du coup il va dire vas-y, prends-toi un verre, prends-toi une ligne du coup de cocaïne, d'héroïne et tout ça, passe un petit coup sur tes réseaux sociaux et tu verras, ça ira mieux en fait, tu penseras à autre chose, d'accord? Et une autre grande thématique que je pense on peut profiter de déconstruire, c'est est-ce que du coup une problématique d'addiction, pour s'en sortir, c'est une question de volonté? Ça ne l'est pas, parce que justement j'ai une autre structure qui s'appelle l'aire tegmentale ventrale qui va gérer tout ce qui est phénomène du coup de motivation, et c'est pareil, on sait que cette zone là elle est malade, donc du coup même si je sais que du coup c'est pas bon, et cette zone là me dit vas-y continue, c'est pas grave, on verra ça demain. Oui, et donc du coup tout cet accompagnement nécessaire. Et pour rebondir sur ce que vous dites, c'est vrai que nous en prévention, le triangle d'Olivenstein, on en parle assez régulièrement, parce que, en tout cas on l'utilise très régulièrement pour justement déconstruire l'idée que c'est pas qu'une question de personne, c'est pas qu'une question de produit, et c'est le croisement entre un environnement, un produit et un individu qui fait que nous, dans notre travail, on se focalise plutôt sur les compétences de l'individu, comment on développe ces compétences-là. Mais on en parle parce qu'on sait aussi que c'est aussi la rencontre avec un environnement. Et donc, comme vous disiez, on déconstruit ça, parce que sinon on est vite dans un rapport
jugement, oui, mais bon, si c'est facile, il a qu'à pas consommer ou il a qu'à arrêter, alors que c'est bien plus complexe que ça. Et vous parliez aussi de l'expert. C'est pour ça qu'on évite d'avoir une approche descendante avec les jeunes qui est contre-productive en disant c'est comme ça qu'il faut faire, mais plutôt les jeunes qui sont en face de nous, s'ils sont consommateurs, sont experts dans leur consommation. Je ne vais pas leur expliquer les risques ou les effets du produit, alors que s'ils sont consommateurs, c'est eux qui vont m'expliquer ce qu'ils recherchent dans la consommation. Et en ayant cette approche-là, on imagine qu'avec les jeunes, on n'imagine pas, c'est factuel, et c'est plus productif que d'avoir une approche effet-risque. Mais alors, est-ce que tout le monde est addict à quelque chose ? Est-ce qu'il y a des personnes... Pourquoi il y a des personnes qui développent une conduite addictive ? Parce qu'il y a des mécaniques, encore une fois, environnementales. Il y a aussi beaucoup de composantes de génétique. Si ma mémoire est bonne, on estime à peu près à 60% de composantes génétiques. Par exemple, si je prends, moi en plus d'être addictologue, je suis tabacologue, on sait par exemple que les personnes qui vont coder pour des gènes où ils auront une dépendance encore plus importante pour la nicotine, malheureusement, ces personnes vont également coder pour des gènes qui vont faire qu'ils ont plus de risques qu'une autre personne de faire un cancer. Et donc vous voyez le principe de double peine, d'accord ? Et d'où l'idée encore une fois d'être dans le non-jugement. Ça, je pense que c'est une base de toute personne qui s'intéresse aux addictions. Et puis encore une fois de la position basse et tout ça, parce que c'est pareil. Il n'y a qu'à regarder les chiffres des nouveaux produits de synthèse et tout ça en France. Les patients sont les experts. Les personnes qui produisent les substances sont aussi les experts. On estime à peu près à 450 sur la dernière année le nombre de nouveaux produits de synthèse qui sont apparus émergents en France. Donc c'est sans cesse et ça, faut pas avoir peur de ne pas être soi-même en position d'expert, mais c'est le malade dépendant qui va être expert de sa propre consommation. Moi j'aime beaucoup les métaphores, parce que ça sert à rien de parler comme un médecin que ça soit pas clair, mais je fais souvent la métaphore du jeu de cartes. C'est-à-dire qu'en fait, moi je dis souvent à mes patients que jamais je tiens le jeu de cartes. Jamais je joue la carte non plus à la place de mon patient. En fait, moi, mon boulot, c'est quoi ? C'est ni plus ni moins de regarder le jeu avec mon patient, de voir quelle carte pourrait être jouée. Si, de dire, peut-être pas celle-là, on peut peut-être jouer tout comme ça, mais en tout cas, de certainement pas tenir le jeu dans mes mains, ou en tout cas jouer telle carte en disant, il faut jouer cette carte-là, parce que c'est comme ça que ça va marcher. Non. Et c'est aussi quelque chose, je pense, qui touche plus au fondement aussi de la médecine, c'est de quitter cette attitude un peu paternaliste de faut faire comme ci, faut faire comme ça, ce dont on sait que ça ne marche plus de nos jours et c'est plus du tout adapté. Qu'est-ce qui marche alors pour s'en sortir ? Parce que quand on se rend compte qu'effectivement il y a un problème qui vous empêche de vivre votre vie normalement, qu'on a envie de s'en sortir, mais qu'on n'y arrive pas. Il y a souvent cette notion de déclic qui est cherchée par beaucoup de mes patients, et je pense qu'à un moment c'est pas forcément nécessaire. Encore une fois, est-ce que j'ai besoin d'attendre qu'on me pose un diagnostic de cirrhose du foie pour arrêter de consommer de l'alcool? C'est pas nécessaire. Tout comme est-ce que on a besoin de m'annoncer une problématique en lien avec mon tabagisme pour que je vienne arrêter de consommer? C'est encore une fois, là c'est pareil, on est sur de la répression et on n'en est pas là. Et moi c'est pour ça que par exemple je sais pertinemment que je touche qu'une partie infinitésimale des personnes qui malheureusement vont parfois penser qu'en venant me voir, moi je vais crier, les juger ou quoi aux caisses. Par exemple sur les fumeurs, on sait que ça c'est les derniers chiffres de Santé publique France, 69% des fumeurs arrêtent de fumer seuls, sans venir voir personne. Et moi encore une fois, je touche une partie infinitésimale, parce qu'il faut imaginer qu'il y a toute c'est quoi la médecine de première cour? C'est le médecin traitant et tout ça, mais les médecins traitants, il y en a de moins en moins, ils sont de plus en plus surchargés. C'est quelque chose qui touche à une composante sociétale aussi des addictions, et tout le monde n'est pas fait pour travailler dans ce champ de compétences, parce qu'il y en a qui vont parfois être désemparés, donc encore une fois être dans le jugement, et ça peut être un peu compliqué, et puis c'est quelque chose de aussi très 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 chronophage. C'est pas, moi je dis souvent à mes patients, je suis pas un chirurgien, il y en a certains qui viennent me voir en attendant comme si j'allais prendre un bistouri, que j'allais leur retirer quelque chose dans la tête, mais c'est quelque chose de plus complexe. L'idée c'est de comprendre comment fonctionne son cerveau pour arrêter. Moi c'est une de mes convictions.
oui, par exemple, du coup, à la Polyclinique de Grande-Synthe, il y a un hôpital de jour d'aide du coup au sevrage tabac, où en fait un des ateliers, c'est un atelier sur les mécanismes de la dépendance, également sur les stratégies de contournement, parce que l'idée, par contre, je suis entièrement d'accord avec ce que du coup vous avez dit sur les informations du coup descendantes, c'est pas ce qui fonctionne le mieux, hein. De nos jours, on sait que ce qui peut beaucoup aider les gens, c'est ce qui fait partie de l'éducation thérapeutique et tout ça. Parler en donnant des noms scientifiques et tout ça, ça sert pas du coup à grand chose, mais en essayant justement de vulgariser les choses, et ben ça peut permettre aussi de quitter cette fameuse culpabilité, parce que si souvent la culpabilité est référencée comme une émotion, sauf qu'en fait elle n'en est pas une, elle n'en sera jamais une, la culpabilité, à part vous figer les deux pieds dans le béton et vous faire avancer de rien du tout, alors qu'à défaut, par exemple, dans les émotions, on va classer des émotions positives comme négatives. Les émotions négatives, beaucoup de personnes vont avoir envie de le mettre de côté, par exemple, du coup, la tristesse, la colère, alors qu'en fait, les émotions négatives peuvent être énormément contributives. Elles sont nécessaires, on s'en sert dans beaucoup de choses, dans les processus de deuil et tout ça, et c'est indispensable, mais encore une fois, il y a des personnes qui vont le mettre un peu de côté et tout ça, mais par contre, la culpabilité, pour en revenir à ça, n'est pas du tout une émotion. Elle ne sert strictement à rien, à part à ne pas avancer. Oui, tout à fait. Quand on aborde avec les jeunes, par exemple, le rapport qu'on peut avoir avec nos applications, on utilise un super outil vidéo. C'était des mini-séries qui s'appellent Dopamine, qui avaient été créées. Génial, ça. Et on utilise ça pour comprendre et un peu déculpabiliser le jeune sur son utilisation. Qu'est-ce qui nous pousse en fait et on utilise Dopamine, ça nous explique que oui, à chaque fois tout est fait pour que j'utilise et c'est pour rejoindre ce que vous disiez sur amener de l'information. Ça fait partie de développer facteurs de protection chez les jeunes. On leur donne de l'info, on les sensibilise et avec ce genre d'outils, et puis derrière on travaille sur la gestion de ses émotions. Et pour revenir sur votre première question sur qu'est-ce qui fait qu'une personne va être dépendante et une autre non, à mon niveau, on les fait réfléchir, donc il y a la génétique, etc., et on les fait réfléchir aussi à l'environnement. La question de l'environnement, on questionne les jeunes sur qu'est-ce qui fait que dans un groupe, l'environnement et l'individu, qu'est-ce qui fait que dans un groupe de copains, demain, il y en a qui vont consommer, puis d'autres pas. Parce qu'ils vont dire, oui, mais d'accord, vous êtes dans le même groupe de copains, vous allez à la même soirée, vous allez avoir les mêmes tentations. Qu'est-ce qui fait ? Et donc là, on arrive sur l'affirmation de soi, sur la confiance, l'environnement familial. Mais moi, environnement familial, groupe de copains, mais moi, à la maison, on fume dans la maison, ou l'alcool, moi, pas moi, Julien, mais le jeune dit, moi, à la maison, on m'a offert un verre pour mes 14 ans, c'était mon père, par exemple. Voilà, on questionne tous ces jeunes-là sans les rendre coupables ou la famille coupable, mais ça les questionne sur, c'est pas si simple que le rapport à la consommation est propre à chacun, déjà, à son histoire, etc. Et ce qui fait que, du coup, si j'ai un environnement qui va me décomplexé totalement sur l'alcool, ou si j'ai des copains qui consomment de la cocaïne en soirée, il y a peut-être plus de chances qu'à un moment donné je consomme cette substance-là. Très bonne référence pour le format macro, effectivement, Dopamine, qui est très 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 bien fait et qui montre à quel point aussi si on est sur un problème sociétal. C'est-à-dire qu'en fait, Dopamine ont repris, par exemple, donc sans les citer, je ne sais même pas si on en a le droit, mais sur les principaux réseaux sociaux et tout ça, comment tout est fait pour qu'on devienne dépendant. Malheureusement, je le dis aussi souvent, c'est que j'ai un métier d'avenir, parce que une des propres du coup de l'addiction, c'est la rapidité d'action. En fait, plus c'est rapide, plus ça va rendre dépendant. Et en fait, tout dans notre société est fait pour que tout soit le plus rapide et sous la main, et donc c'est un peu une problématique sociétale. Merci beaucoup, messieurs. Nous arrivons malheureusement déjà au terme de cette émission. Le temps a passé vite. On va rappeler les contacts. Le service addictologie de la Polyclinique de Grande-Synthe, le numéro s'affiche en bas de votre écran. L'espace santé du littoral également, le numéro, et les alcooliques anonymes. Numéro aussi unique. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Je vous rappelle que tout de suite après l'émission, nous retrouvons le témoignage de Michel dans son intégralité. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous. Merci à vous. Bonsoir.